Chers amis, bonjour. Merci de suivre cette émission de Zouk Télévision. Je reçois Monsieur Jonathan Tabar, qui est donc candidat sur la première circonscription centre, donc qui rassemble les communes du François, du Lamentin, du Robert, de Trinité et du Gros-Morne pour les élections législatives. Bonjour Monsieur Tabar. Bonjour Monsieur Parolo. Oui, alors, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Voilà, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter pour ceux de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Voilà, je suis Jonathan Tabar, je suis Gros-Mornais, je suis élu à la ville du Gros-Morne et aussi à Cap-Nord-Martinique où j'ai en charge l'agriculture, et à la ville du Gros-Morne, je suis en charge de l'éducation. Mon engagement politique, il a commencé il y a très longtemps, j'ai 34 ans et demi. Je l'ai commencé à 17 ans déjà. Et depuis 17 ans, j'observe la vie politique martiniquaise, les difficultés de notre peuple, de notre population. Et à travers cette observation, je me suis engagé à défendre, à servir les Martiniquais. Donc, si je suis quelqu'un, je suis de droite, je le dis, de droite, mais d'une droite sociale, une droite humaniste, ce qui est très rare, mais je l'affirme aujourd'hui devant vous, devant l'ensemble des Martiniquais. Lorsque vous allez prendre connaissance de mon projet pour la Martinique, vous le verrez que c'est un jeune qui est très humain et qui veut vraiment servir son peuple martiniquais. D'accord. Donc vous êtes bien au conseil municipal du Gros-Morne, mais dans l'opposition, par conséquent. Non, voilà, c'est ça la particularité de Jonathan Tabar, c'est que Jonathan Tabar a la possibilité et a la facilité à travailler avec tout le monde, dès qu'il s'agit de défendre les intérêts des Martiniquais. Je suis dans la majorité municipale de Gilbert Couturier, qui est un candidat du MIM, mais je suis dans la majorité municipale et bel et bien dans la majorité municipale. Et quand on regarde à Cap-Nord aussi, je suis conseiller communautaire délégué à Cap-Nord, mais je suis aussi membre du bureau communautaire de Cap-Nord. C'est-à-dire c'est l'espace décisionnel de Cap-Nord où il y a les 18 communes qui sont représentées par des maires et au Gros-Morne par un conseiller délégué qui est Jonathan Tabar. Je ne suis pas maire, mais je suis membre de ce bureau communautaire. Et je travaille avec tout le monde. On a le PPM, on a les socialistes, on a tout le monde là-dedans et je n'ai aucun problème à travailler avec les gens qui défendent l'intérêt des Martiniquais. D'accord, non. Je posais la question parce que comme il y a un candidat du Grand Assemblée sur cette circonscription-là, donc, je ne savais pas si vous aussi, vous étiez dans cette mouvance. Mais enfin, c'est un détail. C'est un détail pour vous, mais ce n'est peut-être pas un détail pour les Martiniquais et je profite pour éclaircir. Lorsque j'ai rejoint Gilbert Couturier en 2017, en 2020, sur sa liste au municipal, dès 2017, lorsqu'on se rencontrait, il me disait qu'il avait besoin de moi pour travailler pour le Gros-Morne. Et c'est tout naturellement que je l'ai rejoint en ce sens, mais tout en sachant qui était Jonathan Tabar et quelles étaient les ambitions politiques de Jonathan Tabar pour la Martinique. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander un peu quel est votre point de vue, quelle est votre interprétation du résultat des élections présidentielles qui se sont déroulées en Martinique et qui ont donné des résultats qui ont un petit peu suscité des commentaires de partout, de l'étonnement, même quelquefois davantage, de la honte, quelques applaudissements. C'était quoi votre point de vue? Mon point de vue, il est tout à fait normal, il est simple. Vous savez, les commentaires, je les laisse à ceux qui les font. Parce que c'est bien facile de critiquer le choix des Martiniquais lorsqu'on n'est pas souvent à la place des Martiniquais. Nous avons une population qui souffre, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ce résultat, ce qu'ils ont voulu démontrer à leurs élus déjà au niveau local, parce qu'il y a un message aussi qui est envoyé aux élus, c'est de dire on en a assez. On en a assez, qu'est-ce que vous faites pour nous? Qu'est-ce que la France fait pour nous? Et là, les Martiniquais se sont exprimés. Ça n'a pas été facile pour certaines personnes de comprendre ce message, de comprendre ce résultat, mais moi je le comprends. Vous savez pourquoi je le comprends? Parce que les gens font semblant de découvrir Emmanuel Macron maintenant, mais moi depuis 2012, je comprends la situation des Martiniquais et depuis 2012, je sais qui était Emmanuel Macron. Parce qu'il ne faut pas oublier, les gens disent « Ah oui, que c'est un jeune président, il a 39 ans, il faut l'encourager. » Mais sauf que Emmanuel Macron n'est pas arrivé en 2017 aux élections.
En 2012, Emmanuel Macron était déjà ministre de François Hollande. Mais avant d'être ministre de François Hollande, Emmanuel Macron était déjà au cabinet à l'Élysée de François Hollande. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le programme économique de François Hollande que nous subissons actuellement en 2020, qui l'a écrit? C'est M. Emmanuel Macron qui l'a écrit. Donc, quand on nous dit que Emmanuel Macron, c'est un jeune président et qu'on fait semblant de le découvrir maintenant, moi je dis non. Depuis 2012, avant 2012, il était déjà aux commandes de la France. On dit 5 ans de plus, mais là, on parle pour 15 ans d'Emmanuel Macron et on voit les dégâts de ces 15 années à venir d'Emmanuel Macron sur l'économie française, mais surtout sur l'économie martiniquaise, une économie insulaire où on n'a pas les mêmes facilités qu'on peut trouver en hexagone. D'accord. Alors que nous comprenions bien, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez de droite. Tout à fait. Mais vous êtes hostile, opposé à M. Macron. Mais bien évidemment. Non, c'est... Oui, tout à fait. C'est exactement c'est bien ça. Et c'est pour cette raison que je comprends le message envoyé par les Martiniquais. Vous le trouvez trop à droite, pas assez? Non. Excusez-moi, mais quelqu'un qui a une position le matin, une position l'après-midi, une position devant vous et quand une position devant moi, on ne peut pas faire confiance à ce genre de personnage. D'accord. Donc c'est le en même temps, le fameux en même temps qu'on lui attribue, mais c'est le en même temps là que c'est en même temps que je dénonce. Et il n'est pas le seul, parce que là aussi, on parle d'Emmanuel Macron, on parle des élections présidentielles, mais il y a eu quand même Jean-Luc Mélenchon. Et là encore, je tiens à interpeller les Martiniquais. Et ceux qui nous écoutent sur Zouk TV, il faut que les choses soient claires. Si Emmanuel Macron est aujourd'hui président de la République, c'est à cause ou grâce pour certains de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est le candidat qui a appelé dès le premier tour à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Donc quand vous donnez ce message à la population, à certaines personnes de la population, et qu'après vous venez tout de suite vous dire qu'il faut vous donner une majorité. Là, c'est un message qui est ambigu et il faut que les Martiniquais l'entendent. Jean-Luc Mélenchon est à l'origine de l'élection d'Emmanuel Macron. Et ça, il faut le dire clairement aux Martiniquais. Ne vous laissez pas tromper. Je vais prendre un exemple simple. On parle de ma circonscription, la circonscription numéro 1 avec les communes que vous avez. Pour préciser, je vous interromps 2 minutes, pour préciser, cela veut dire que vous auriez préféré que Marine Le Pen ait été élue président. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il ne faut pas manipuler les Martiniquais. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours eu une position ambivalente. Vous savez qu'il a un discours en France pour la vaccination, et il a un discours en Martinique pour la vaccination. Donc, un moment, il faut arrêter. Parce qu'en France, il prône la vaccination et en Martinique, il est contre la vaccination. Il faut savoir. Là encore, ce sont ce genre de personnes qui vont encore perturber l'esprit des Martiniquais et mentir aux Martiniquais. Les Martiniquais vont encore se faire avoir, une fois de plus. Là, ils ont fait une alliance, la fameuse NUPES, dont tout le monde parle, que tout le monde félicite, que tout le monde encourage. Là, c'est la plus grosse supercherie. Et il suffit de regarder sur ma circonscription, la une encore. Vous avez un candidat NUPES et vous avez un candidat dans la France insoumise. Ça veut dire que ces candidats-là n'ont pas été capables de s'entendre au niveau local pour avoir une candidature unique. Donc, si au niveau local, ils ne sont pas capables de s'entendre, vous imaginez ce que ça sera en France hexagonale. Et je peux vous dire tout de suite, et je prends le pari pour vous dire que cette coalition de opportunistes, voire arrivistes, cette coalition ne tiendra pas longtemps. Très bien. Et j'espère que les Français et les Martiniquais que nous sommes ne tomberont pas dans ce panneau tendu par Jean-Luc Mélenchon, qui, je le rappelle, est celui qui a fait élire Emmanuel Macron aujourd'hui. D'accord. Bon, enfin, c'est votre point de vue. Alors, juste pour préciser, à ma connaissance, et après vérification, j'ai là un communiqué d'ailleurs de la NUPES qui dit qu'il n'y a pas de candidat qui puisse se réclamer de la nouvelle Union populaire écologique et sociale en Martinique, puisqu'ils n'ont pas. Chacun va sur ses propres couleurs. Donc, bon. Mais ça, c'est bien dommage, parce qu'il faudrait que les choses soient claires. Parce que lorsqu'on regarde les fiches de candidature, on voit clairement NUPES pour certains candidats et la France insoumise. Quand j'aurai à recevoir les candidats, je vais leur demander de s'exprimer là-dessus. Bien. Mais votre position... Alors, j'entends bien par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Alors, votre position par rapport à Marine Le Pen, c'est quoi? Mais moi, je me dis que nous sommes dans une situation où les Martiniquais souffrent.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les Martiniquais votent pour Marine Le Pen. Parce que vous parlez de ma position, mais je peux parler de la position des Martiniquais. La ville du Gaumont, par exemple, on a toujours observé que le Front National est toujours sorti en deuxième ou troisième position, c'est-à-dire loin, très près de ceux qui sont en tête. Là, on a une population martiniquaise qui a répondu favorablement à l'appel, entre guillemets, de Marine Le Pen, mais ça ne veut pas dire que moi je suis Front National ou Rassemblement National. Vous avez bien vu que mon étiquette sur la fiche technique que je vous ai envoyée, c'est les LR, les Républicains. Et vous avez bien vu que notre parti au niveau national a clairement dit que les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme et dans le lepénisme. Et moi, je me tiens à cette ligne. D'accord. Je suis ni Emmanuel Macron, ni Jean-Luc Mélenchon et ni Marine Le Pen. Très bien. Même s'il y a des personnalités des Républicains qui ont été chez l'un ou chez l'autre. Ces personnalités, ce sont des personnes qui sont ambivalentes et qui trompent leurs électeurs. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on ne se tienne pas à une rigueur en politique. Parfait. Alors, vous êtes candidat sur la circonscription centre. Est-ce que cette circonscription a quelque chose de particulier par rapport à la circonscription nord, celle de Fort-de-France et celle du Sud? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières dans cette circonscription dont vous souhaiteriez être le porteur? Oui, c'est vrai qu'il y a un engouement pour cette circonscription. Effectivement, 17 candidats en 2015. Tout à fait. En 2017, nous étions 15 candidats. Et je vous rappelle que j'étais déjà candidat à cette élection, mais suppléant de Karine Mousseau en 2017. Les problématiques de la circonscription du Centre-Atlantique sont les mêmes sur toute la Martinique. Nous avons un taux de chômage qui est élevé. Nous avons le problème des algues sargasses, parce que nous avons des communes du littoral qui sont Trinité, François et le Robert. Même si Trinité est quand même moins impactée, mais ce sont des communes qui sont quand même impactées par les sargasses. Et même au Gaumont, à l'intérieur des terres, on peut sentir l'odeur des sargasses lorsqu'il y en a énormément. Donc ces problématiques doivent être réglées. Et d'ailleurs, je profite pour dire que moi, député, si les habitants du Centre-Atlantique, des communes du Lamentin, du Gaumont, de la Trinité, du Robert et du François me font confiance, concernant les sargasses, je demanderai au gouvernement un plan sargasses immédiat. Et je demanderai aussi la reconnaissance de catastrophes climatiques. Et je dis bien climatique et non naturelle. Pourquoi je dis climatique? Parce que la catastrophe naturelle, ça vient de la Terre, on ne peut pas contrôler. Mais sauf que plusieurs études montrent que les sargasses, la prolifération, parce que ça a toujours existé les sargasses, mais la prolifération des algues sargasses est due à l'activité humaine. Et la catastrophe climatique n'est pas reconnue. Il faut demander ce statut de catastrophe climatique pour pouvoir contraindre dans un premier temps les assurances à prendre en charge. Parce qu'il faut savoir une chose, comme vous le savez, vous êtes habitant de la Martinique, vous entendez tous les habitants du bord de mer dire, qui subissent les sargasses, dire que les appareils électroniques, électroménagers qu'ils ont chez eux ne durent pas une année. Les téléviseurs, les frigos, et ça a un coût. Et les assurances ont du mal à prendre en compte. Et tandis que si on crée ce système de catastrophe naturelle, climatique, à ce moment-là, les assurances pourront prendre plus facilement et ça va obliger l'État à prendre vraiment en compte cette problématique et reconnaître les difficultés que subissent ces personnes au quotidien. Au besoin, en ajoutant une prime, par exemple, non? Une prime. On peut rajouter une prime. Parce qu'il y a une prime catastrophe naturelle dans les contrats d'assurance. Mais je parle de catastrophe climatique. Oui, non. Climatique. Aujourd'hui, pour les catastrophes naturelles, il y a une prime. Est-ce que votre proposition pourrait s'accompagner de l'ajout d'une prime dans les contrats d'assurance? Mais c'est exactement ça, d'autant plus que cette catastrophe climatique est issue de de l'activité humaine. Très bien. Donc, il faudrait accompagner tous les habitants des côtes qui subissent les sargasses. Et une deuxième chose aussi, on parle de réfugiés climatiques. Mais il faut savoir que les réfugiés climatiques, nous les avons chez nous. Et on pense que c'est les îles Fidji seulement. Non, ils sont en Martinique, nos premiers réfugiés climatiques. Donc, avant qu'on nous parle des îles Fidji, on dit que le niveau de la mer monte, on va s'occuper de nos habitants des côtes qui sont près de la mer, qui subissent les sargasses et qui cherchent maintenant des maisons partout à l'intérieur des terres. Quand vous sillonnez le littoral, notamment au Robert, si vous voyez le nombre de maisons qui sont abandonnées parce que les gens ne peuvent plus rester,
Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Et ces gens-là, forcément, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller se relocaliser autre part. Ils vont chez de la famille. Et vous savez que quand on va chez la famille, c'est pour un temps. Et on ne peut pas rester de manière pérenne chez la famille. Donc, il faut déjà inclure toutes ces problématiques dans le circuit de catastrophe climatique que je veux mettre en place pour nos populations côtières. Très bien. Alors, vous avez déjà commencé à aborder la question de votre programme. Quels sont les autres points de votre programme, si vous êtes élu? Si je suis élu, déjà lutter contre la vie chère. Parce que, je le dis encore, il faut qu'on arrête de mentir aux Martiniquais et aux Martiniquaises. Alors, qui ment? Le gouvernement et nos élus au niveau local. Je suis élu, mais je prends mes responsabilités quand je dis cela. Vous savez pourquoi? Nous avons l'octroi de mer. C'est vrai que c'est un vache chantier, c'est un serpent de mer qui revient. Mais personne n'ose s'attaquer réellement à l'octroi de mer. Et vous savez pourquoi? Parce que l'octroi de mer, c'est un impôt qui est injuste, parce que c'est tous les Martiniquais qui le payent. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on paye l'octroi de mer. C'est un impôt injuste qui vient souvent financer les collectivités territoriales. Une chose qu'il faut savoir, en France hexagonale, il n'y a pas d'octroi de mer. Et les collectivités territoriales arrivent quand même à se faire financer, à mettre en place des projets. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on réforme en profondeur l'octroi de mer ou on supprime cet impôt. Et on ne le remplace par la TVA, alors? Non, on ne va pas le remplacer par la TVA. Vous savez, nous avons un retard en Martinique. Je pense qu'il appartient à l'État de prendre ses responsabilités. Il appartient à nos élus locaux de prendre aussi leurs responsabilités en se réunissant et en faisant front et en allant discuter entre quatre yeux avec le gouvernement qui va se mettre en place, parce que celui-là, il est provisoire. Il faudrait qu'on y aille vraiment. Et qu'on dise que, voilà, nous avons une problématique, notre population subit, parce que vous savez que si on supprime l'octroi de mer, on réduit déjà facilement de quasiment 10% le coût sur les marchandises. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc 10% sur un produit, je peux vous assurer que sur plusieurs produits, ça fait un sacré pouvoir d'achat en plus pour les Martiniquais. Mais il faut que nos élus se mettent tous ensemble et travaillent sur un projet pour que l'État accompagne les collectivités territoriales. Il faudra faire un forcing d'une manière ou d'une autre. Parce que je sais que ça va pas. Les gens me disent, ah oui, ce que tu dis, c'est quasiment impossible. Mais quand on a de l'audace, on peut faire les choses. Et quand on se met ensemble, on peut aller très loin. Si on réduit l'octroi de mer, ça ne diminuera que si, par ailleurs, les marges n'augmentent pas. Comment vous faites? Mais bien évidemment, mais justement, c'est là aussi dans ma proposition toujours, c'est de mettre un observatoire au niveau local, parce qu'on est député de la Martinique, mais on est député de la France, ce qui veut dire que ce qui se fait pour la Martinique va se faire pour la Guadeloupe, la Guyane. Il faudra localement un observatoire local avec des personnes de la société civile, des associations, des élus, des représentants des commerçants aussi, et les commerçants eux-mêmes. Il y a un observatoire des prix, vous savez ça. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Il faudra mettre un vraiment qui contrôle vraiment. Ah, vous voulez un contrôle, pas une observation seulement? Un observatoire qui contrôle. D'accord. Qui contrôle. Parce que moi, je veux le contrôle. Vous voulez parce qu'on met souvent des dispositifs et puis il n'y a pas d'évaluation. C'est exactement pour les politiques publiques de manière générale. On a un problème d'évaluation des politiques publiques chez nous. Eh bien là, je veux un observatoire qui contrôle les prix et que lorsqu'on voit qu'il y a une dérive, une augmentation, même si elle est de 1 centime, qu'on interpelle tout de suite pour dire non, stop, on arrête là. Les 1 centime, justifiez-moi ces augmentations de 1 centime, par exemple. Non, il faut vraiment que l'on soit ferme sur certaines positions. Vous savez qu'en l'état actuel de la réglementation, pour les prix sont libres. Les prix sont libres, mais on ne peut pas continuer à asphyxier une population de cette manière. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez que la réglementation sur la liberté de fixer les prix évolue? Il faut qu'elle évolue. Et de toutes les façons, il faudra un blocage des produits, de certains produits. On a un petit panier qui est de quelques produits de première nécessité, mais nous sommes quand même en 2021, on a une forte consommation, on ne peut pas réduire ce panier à quelques produits. Il faudrait élargir ce panier à au moins entre 500 et 600 produits, c'est-à-dire tous les produits de grande consommation que nous avons en Martinique. Parce que la hausse des prix, c'est sur l'ensemble des produits et pas seulement sur quelques paniers. Parce que quelqu'un qui a... Et aussi, il faut tenir compte de ça. Il y a des personnes qui vont manger premier prix, mais il y a des personnes qui vont manger un prix distributeur ou un prix de grande marque. Mais
on ne va pas obliger quelqu'un qui ne veut pas manger des produits discount à manger des produits discount. Donc, il faut qu'à tous les niveaux, que toute la population soit gagnante, mais vraiment à tous les niveaux. Donc, moi, je suis pour un blocage des prix et d'au moins entre 5 à 600 produits que nous aurons identifiés et que tous les Martiniquais, dans leur ensemble, pourront bénéficier. Parce que le Martiniquais qui ne gagne pas beaucoup d'argent, il ne peut pas se résoudre à manger que des produits discount. Il ne peut pas. Pourquoi il devait manger des produits de bonne qualité qu'un autre Martiniquais? Non. Il faut qu'il mange des produits comme tout le monde. En dehors de cette question de vie chère, est-ce qu'il y a d'autres points dans votre programme? Par exemple, vous avez parlé des sargasses, mais il y a la question de la chlordécone. La chlordécone. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis agriculteur. Je suis en train de monter un élevage en ce moment. J'ai la chance que les terres de mon père ne soient pas polluées. Mais ce n'est pas le cas de tous les Martiniquais. Il faudrait à un moment, là encore, que l'État prenne ses responsabilités. Vous savez, je suis dans le comité de pilotage plan chlordécone. Quand je regarde les propositions qui sont faites, je trouve qu'elles sont insuffisantes et voire insignifiantes. On dit que oui, on baisse les limites résiduelles dans les produits, mais on ne peut pas baisser les limites. On devrait réduire à zéro. À zéro, quand on dit on passe de 1,4 par exemple, je prends un exemple, 1,4 à 0,93. Mais pour moi, c'est inacceptable. Non, on va passer de 1,4 à 0. Carrément. Donc là, il faut le dire aux Martiniquais, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on arrête de nous prendre pour pardon, excusez-moi l'expression, pour des moutons. Et sur la question de l'éventuel non-lieu concernant la procédure judiciaire en cours, il ne peut pas y avoir de non-lieu. On ne peut pas me parler de prescription lorsque les gens meurent, toujours en Martinique, et lorsque les gens vont continuer à mourir dans les années à venir. Il y a des études qui disent que 92% des Martiniquais ont de la chlordécone dans leur organisme. On ne sait pas comment ces 92% de Martiniquais vont se retrouver dans quelques années. Donc on a un problème qui est existant. Il faudrait que l'État prenne là encore ses responsabilités, mais avec, là encore, je le dis, l'ensemble de nos élus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu la chlordécone en Martinique. Mais qui a été demandé pour que des dérogations pour que le produit soit encore utilisé en Martinique? Ce sont nos élus martiniquais. À quel moment aussi... Pas tous non, quand même. Pas tous, heureusement. Mais il y en a quand même qui ont demandé des dérogations, tout en connaissant la dangerosité de ce produit. Donc, à quel moment on met en porte-à-faux ces élus? Parce qu'il y en a qui ont été des députés, ça je peux vous le dire, mais ces mêmes élus qui ont été députés, ils ont été des lobbyistes aussi à un moment pour certaines personnes. À quel moment on les met devant leurs responsabilités? Il y a une disposition du plan chlordécone 4 qui prévoit que n'importe quel Martiniquais peut se faire dépister. Tout à fait. Mais curieusement, je n'entends pas beaucoup parler de ça. On n'incite pas les Martiniquais à aller se faire dépister, ce qui ne leur coûte rien, ils ne payent rien. Moi-même, je me suis fait dépister. Oui. Comment vous expliquez ça? Je suis comme étonné de ce que vous me dites. C'est vrai que ce genre de campagne devrait avoir lieu toute l'année. Mais il y a eu plusieurs campagnes qui ont eu lieu. C'est ponctuel. C'est vrai que c'est ponctuel. Mais c'est vrai qu'il faudrait renforcer et que ça soit comme pour les pubs qu'on voit tout le temps à la télé, que ce soit permanent. Il faudrait que ce soit vraiment... C'est une indication intéressante de savoir ce qui se passe réellement. Exactement. Donc, il faudrait que ça soit permanent, comme vous le soulignez, c'est exactement ça. Mais il y a des campagnes qui se font, quand même. Et sachez que c'est gratuit pour tous les Martiniquais. Oui, je sais. C'est parfaitement gratuit. Tout à fait. J'en ai bénéficié d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres orientations particulières que vous souhaitez défendre? Bien évidemment. Il y en a plusieurs. On ne pourra pas tous les défendre aujourd'hui, mais je vais en parler de deux autres. Rapidement. Le handicap en Martinique. Moi, éducateur, j'ai vu des situations de jeunes en situation de handicap, dans les établissements scolaires notamment. Vous avez, là encore, l'État, et je le dis, l'État prend des dispositions, mais ne donne pas les moyens pour accompagner. Donc, vous avez des établissements scolaires en Martinique qui ont des fois 2-3 étages,
On met des enfants qui sont aveugles dans ces établissements, parce que ça se fait en Martinique, parce que c'est l'école inclusive. Et c'est une bonne chose quand même que les enfants en situation de handicap se retrouvent parmi les autres enfants. Ça permet une certaine émulation, et puis aussi ça aide les autres enfants qui sont pas en situation de handicap à avoir un autre regard sur la société, un regard plus humaniste. Comme je le défends toujours, il faut toujours de l'humanité dans tout ce qu'on fait. Mais pour revenir à ce que je disais, nous avons des établissements scolaires des établissements scolaires de 2 à 3 étages. On met des enfants en situation de handicap, et c'est souvent les élèves, les enfants qui doivent aider leurs camarades. Est-ce que vous trouvez cela normal? Moi, je me battrai à l'Assemblée nationale, si je suis député, pour qu'on donne les moyens à tous les établissements scolaires pour qu'ils soient équipés de manière à ce qu'ils puissent recevoir tous les élèves qui sont en situation de handicap. Parce que pourquoi je dis ça? Une fois qu'on aura pris cette habitude d'exposer, de les insérer totalement dans la société, les personnes en situation de handicap, les enfants, dans la vie adulte, ils n'auront pas de difficultés. Parce que j'ai été choqué, parce que j'ai vécu à Bordeaux quelques années, j'ai été choqué de voir, choqué mais heureux, dans le sens de manière positive, de voir des personnes en situation de handicap partout. Pourquoi? Parce que les transports communs sont tous adaptés à Bordeaux, et les routes, les trottoirs, les immeubles sont tous adaptés pour recevoir des personnes en situation de handicap. Vous dites que c'est pas l'État, si l'État a pris des lois en ce sens, mais il faut qu'au niveau local, qu'on applique. Mais moi, quand je vous ai parlé des moyens en avant, il faut que l'État mette les moyens pour nous aider, parce qu'on a un rattrapage à faire en Martinique. Et ce rattrapage, il est important, et c'est pour ça que je vous dis, concernant l'octroi de mer, l'État devra prendre ses dispositions. Ça va faire moins de ressources. Moins de ressources, l'État prendra ses dispositions pour aider les collectivités territoriales. D'accord. Quand je dis collectivité territoriale, je n'entends pas seulement la CTM, mais je parle de l'ensemble des communes. Bien compris. Autrement dit, sur ça, vous demandez la suppression de l'octroi de mer, et que l'État compense. Et que l'État compensation. Au-delà. Exactement. Et que l'État compense, parce qu'on a un rattrapage. Très bien. On a un rattrapage à faire. Et ce rattrapage, il devra se faire sur 10 ans. Et il y a la continuité territoriale. Je vois que l'émission touche à sa fin. Mais la continuité territoriale, c'est important. Parce qu'il n'est plus normal que les Martiniquais ne puissent plus aller voir leur famille en force hexagonale en Guyane, parce que les billets sont excessivement chers. Il faudrait un forfait dans le transport pour que les Martiniquais puissent se déplacer librement partout, tout le territoire national, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Corse, comme vous voulez, mais qu'on se déplace librement. Eh bien, monsieur Tabar, je vous remercie pour C'est moi qui vous remercie. Ces explications. Je ne doute pas que les téléspectateurs de Zouk Télévision nous ont suivis et ont écouté avec attention vos propositions. Donc, la démocratie va parler dans les 17 candidatures qu'il y a dans cette circonscription qui semble être la plus disputée. La plus disputée, la plus convoitée, mais moi je suis le candidat avec le slogan « L'avenir avec audace ». Moi j'ai l'audace et je sais que j'irai au fond des choses comme je fais toujours dans la vie et dans mes actions à Cap-Nord et à la ville du Gaumont. On va jusqu'au fond des choses. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée à vous.